Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, je vois les gens, ça y est, qui commencent à rentrer. Je m'appelle Karine et je serai avec vous ce soir pour le webinaire que va nous présenter le docteur Estefania Rodríguez, qui est notre gynécologue spécialiste en fertilité et co-directrice de la clinique IVF Donostia que nous avons à Saint-Sébastien. Et elle est également responsable de la recherche de notre laboratoire de recherche également à Saint-Sébastien. Donc, elle sera avec nous ce soir pour nous parler d'un sujet très intéressant qui personnellement me passionne. C'est l'épigénétique, surtout dans le cadre donc d'une FIV avec don d'ovocytes. Pour ma part, donc, je vous retrouve à la fin du webinaire pour la séance de questions-réponses. Ce qu'on va faire, voilà, le chat est fermé pour que ce soit un petit peu plus simple pour tout le monde et pour des raisons de protection des données. Toutes vos questions, vous pouvez les poser à travers du bouton questions-réponses que vous avez donc en bas de votre fenêtre normalement. Et donc, le docteur, il reviendra suite à sa présentation, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions si vous en avez. Donc, voilà pour ma part. On va laisser 2 petites minutes encore le temps que tout le monde arrive. Même si je vois les gens, je pense que tout le monde attendait l'ouverture de la salle pour rentrer. Estefania, je te laisse avec la présentation. On se retrouve à la fin. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Bonsoir. Et bon, comme Karine elle a dit, je suis la docteure Estefania Rodríguez de la clinique d'IVF Donostia à Saint-Sébastien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la génétique et l'épigénétique, des sujets très, très intéressants, un peu en relation avec les dons d'ovules, parce que nous avons beaucoup de patients qui posent beaucoup de questions en relation avec ce sujet et j'espère que c'est intéressant à vous. Et merci pour être ici pour écouter la présentation. OK, on y va. Premièrement, je vais faire une petite introduction de la génétique et l'épigénétique. Et après, je vais parler de les vrais jumeaux, de nos cellules, de la génétique entre différentes espèces. Et après, le développement embryonnaire, l'empreinte génomique et finalement les facteurs durant la grossesse. Et pour finir un peu la présentation, je vais parler un peu de les procédures de don d'ovules, comment est-ce que nous travaillons ici à IVF. Qu'est-ce que la génétique? La génétique est la filière de la biologie qui étudie les gènes et les mécanismes réglant les transmissions héréditaires. Bon, pour bien comprendre, parce que je sais que c'est un peu difficile peut-être de comprendre les sujets concrets, les concepts. Et imaginons notre corps comme un livre de recettes de cuisine, ok? Nous avons donc une recette pour élaborer le nez, une autre différente pour les mains, une autre pour les cheveux, et ainsi de suite. OK? Eh bien, si notre corps est ce livre de recettes, la génétique, ce sont les recettes qui conforment les mots de notre livre. Je pense que comme ça, si nous comparons avec ça, c'est un peu plus facile pour comprendre les concepts. OK? Notre ADN se compose de 46 chromosomes. Les chromosomes, nous pouvons l'étudier avec la technique de karyotype. Le karyotype se fait avec une petite bilan sanguine et nous pouvons voir s'il y a un problème dans les chromosomes, s'il y a un changement dans les chromosomes ou des autres choses, beaucoup de choses que nous pouvons voir. Dans l'ADN, nous avons environ 30 000 gènes. Nous pouvons comparer les gènes avec les recettes de notre livre de recettes et chaque gène peut produire en moyenne 3 protéines. Les protéines sont comme les plats que nous faisons avec le livre de recettes.
Et c'est important de comprendre que nous pouvons produire beaucoup de plats avec le même livre de recettes, mais les plats sont différents. OK? Et comme ça, nous arrivons à voir qu'est-ce que l'épigénétique. Ça, c'est important. L'épigénétique est la filière de la biologie qui analyse les changements se produisant dans l'activité de l'ADN sans modifier la séquence génétique. OK? Ça, c'est très, très important. Revenons à notre livre de recettes. L'épigénétique sont les modifications de nos recettes, comme par exemple les varés, surligner ou souligner un mot. Okay? Nous ne changeons pas les mots, les lettres, mais nous pouvons faire des changements dans le livre. Okay? Comme ça, qu'est-ce qu'il passe? Comme ça, nous pouvons lire, deux personnes lire le même livre de recettes, mais le plat, finalement, le résultat de le livre est différent. Okay? Ça, c'est le concept d'épigénétique, très important à bien comprendre. Ce diapo, c'est un peu technique, mais bon, finalement, c'est pour bien comprendre un peu qu'est-ce que c'est ça, comme ça va, comme ça marche l'épigénétique. Et les changements d'épigénétique sont changements biochimiques. Et nous pouvons avoir changement directement sur l'ADN, sur la lettre, comme je vous dis, sans changer la lettre, okay, comme la méthylation, un changement biochimique, ou sur l'histone. L'histone sont comme les feuilles du livre. Okay? Dans les feuilles du livre, nous pouvons écrire la lettre. Okay? Et sur l'histone, les changements aussi biochimiques sont la méthylation et l'acétylation. Okay? Ça, c'est un peu en général. Mais l'épigénétique, finalement, sont des changements biochimiques. Ici, je vais expliquer un peu pourquoi l'épigénétique est si importante. Toutes les cellules de notre corps portent le même lettre de l'ADN, okay? la même lettre, le même mot, le même ordre. Okay? Mais nous avons beaucoup de cellules très, très différentes. Les cellules musculaires, les cellules de la nez, les cellules de la main sont des cellules différentes. Okay? Et pourquoi avec la même lettre de l'ADN, les cellules sont très différentes? Finalement, pour l'épigénétique, okay? Parce qu'il y a des changements dans chaque partie du corps qui produit différentes cellules. Ça, c'est très, très important. Et je vais parler un peu des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux sont deux personnes qui portent le même lettre de l'ADN en général et proviennent d'un seul embryon. Okay? Après le 5e jour de développement, l'embryon peut faire une division et produire des embryons avec le même ADN. Ici, nous pouvons voir des couples de jumelles, Julia et Sophie à gauche et Donmar et Martine à droite. Au fin de la présentation, je vais vous dire les couples de jumelles qui sont vrais jumelles, ok? Parce que l'autre couple ne sont même pas de la même famille, ok? Mais vous pouvez voir qu'elles sont très, très similaires, les deux couples. Okay? Nous sommes le résultat de nombreuses interactions. Interaction de gènes entre le gène que nous savons et interaction entre les gènes et l'environnement. Les interactions entre les gènes et l'environnement se produisent pendant tous les grossesses. C'est un moment très important. Après, je vais vous informer quelles sont les étapes plus importantes. Et aussi après la naissance. Après la naissance, nous pouvons avoir changement dans la génétique ou pas dans la génétique, c'est dans l'épigénétique, mais c'est après la naissance. Okay?
il est fréquent que lorsque nous parlons de dons, que ce soit des dons de sperme, dons d'ovules ou dons d'embryon, beaucoup de futures mamans ne sentent pas ou pensent que ces bébés ne seront pas le leur. Mais pas du tout. Car vous aussi, durant la grossesse, vous participez de l'écriture du grand livre de recettes grâce à l'épigénétique. C'est pour ça que, comme je parle avec les patients, je lui dis que le patient, la mère est la mère de sa bébé, ok? Pour le changement de l'épigénétique sur la génétique. Ça c'est un concept très, très important. Et pourquoi la génétique, c'est important, mais si nous comparons la génétique entre différentes espèces, nous pouvons voir que nous sommes très similaires, finalement. Okay? Entre deux personnes, la génétique est la même, le pourcentage de génétique est le même, 99,9%. La différence de génétique de la lettre, ici nous parlons de la lettre, pas de l'épigénétique, de la lettre, la différence entre deux personnes sont 0,1%. OK? Si nous comparons avec les chats, 90% est la même. Avec les chimpanzés, 96% est la même. Avec les souris, 95% est la même. Et aussi, si nous voulons comparer avec une banane, l'ADN est la même, 60%. OK? Mais où est la différence? La différence plus importante est dans l'épigénétique. OK? C'est pour ça que nous parlons de l'importance de la mère sur le développement de l'enfant. Okay? Avec ce diapo, je vais vous informer de la relation entre l'épigénétique et les maladies épigénétiques. L'empreinte génomique, c'est une caractéristique de l'épigénétique. L'empreinte génomique nous dit que certains gènes s'expriment ou non selon leur provenance maternelle ou paternelle. Et nous avons normalement 2 copies de chaque gène. Et dans ce cas concret, il y a environ 100 gènes avec empreinte génomique. Une seule copie de ce gène s'exprime. Si les procédures ne se produisent pas bien, nous pouvons avoir une maladie épigénétique, comme par exemple les plus connus sont l'Angelman et le Prader-Willi. Ce sont des syndromes en relation avec problèmes neurologiques des enfants. C'est pour ça que l'épigénétique, le contrôle de l'épigénétique, après on va parler, c'est très, très important. Il y a 3 moments très importants durant la vie où l'épigénétique remet à zéro. Les 3 moments, vous pouvez voir ici les 3 moments. Le premier, c'est dans l'embryon préimplantatoire. Je parle beaucoup dans tous les webinaires de l'embryon à 5e jour, de l'eblasto, okay? Parce que nous ici, nous travaillons beaucoup avec l'embryon à 5e jour, c'est l'embryon plus fort. Mais c'est aussi très, très important que l'épigénétique remet à zéro dans cet embryon, que c'est jusqu'à le moment de l'embryon où nous faisons la transfert. Nous mettons l'embryon dans l'utérus maternel. Après, le développement embryonnaire continue et l'épigénétique commence à produire. Okay? C'est pour ça que c'est un moment très important parce que c'est où l'embryon commence le développement
Ce n'est pas le plus important parce que tous les développements des embryons sont importants, mais c'est un moment très, très important. OK? Et pour ça, les grossesses, c'est l'étape très importante pour les facteurs de développement de l'embryon. Après, dans les fœtus, pendant les grossesses, les cellules germinales primordiales, les CGP, ce sont les cellules qui après produisent l'ovule et le sperme. Et dans les cellules germinales primordiales, l'épigénétique remet à zéro. Et après, dans le moment que les cellules germinales primordiales maturent, l'ovule et le sperme, commencent à produire la maturité, la maturation, ça c'est la gamétogénèse. Aussi, l'épigénétique remet à zéro. OK? Et ce sont trois checkpoints très, très importants pour le développement de l'épigénétique. OK. Et quels sont les facteurs qui influent sur l'épigénétique? Et ici, je vais parler du régime alimentaire, de l'estress, l'exposition aux produits toxiques, ça sera pendant les grossesses, et l'exposition aux hormones. Nous savons que pendant les grossesses, c'est très, très important. Par exemple, la consommation élevée de graisse, c'est pas recommandé, ou la malnutrition, ou la consommation d'alcool, ou aussi l'obésité. Et pourquoi c'est important? Parce que tous ces facteurs influent dans l'épigénétique. Et comme je vous dis, l'épigénétique peut produire des maladies, peut produire, les altérations de l'épigénétique peuvent produire maladies après et problèmes pendant le développement. Il y a beaucoup de facteurs que nous ne connaissons pas bien les mécanismes qui produisent les problèmes, mais nous avons des études qui nous disent que, par exemple, le stress, via l'épigénétique, les changements dans l'épigénétique, est en relation, le stress pendant les grossesses est en relation avec l'augmentation de l'asthme chez les enfants. Et ça, c'est un facteur, c'est une information très, très, très nouvelle, mais c'est très important de tenir en compte. Pourquoi? Parce que c'est le développement des enfants, le développement de l'embryon pendant les grossesses, où les changements d'épigénétique sont très, très importants. Les produits toxiques aussi, comme par exemple les pesticides, les fongicides, comme l'atrazine, il y a les métaux lourds, le cadmium, le chrome, l'additif de plastique comme les phtalates dans les jouets et les mycotoxines. Il y a différents facteurs dans l'environnement qui produisent changements dans l'épigénétique. Et finalement, par exemple, ce n'est pas seulement dans les grossesses, mais aussi pour les hommes, les facteurs hormonaux, comme dans ce cas, la soja. La soja, c'est un aliment que nous mangeons beaucoup maintenant, mais la soja, de beaucoup de quantités, peut changer la fertilité de les hommes pour changement dans l'épigénétique, parce que nous avons parlé de la gamétogénèse et de les facteurs qui peuvent influer dans la fertilité aussi. Et finalement, je vais parler un peu des procédures pour réaliser un traitement de don d'ovule ici dans la clinique, pour vous informer un peu. Et entre la première visite et la transfert embryonnaire, nous avons normalement 6-8 semaines. Premièrement, on doit faire la sélection de la donneuse.
et la synchronisation entre les cycles de la donneuse et la patiente. Nous faisons toujours un planning pour préparer l'endométrium de la patiente et pour la stimulation ovarienne de la donneuse et finalement pour faire la ponction et la fécondation ici dans la clinique. Et le développement embryonnaire, comme je vous ai informé, nous faisons le développement jusqu'à le 5e jour, jusqu'à l'état de blastome, pour faire le transfert dans l'utérus de la réceptrice bien préparé. Pour faire la sélection de la donneuse, ici, nous avons beaucoup de personnes, de donneuses qui donnent les ovules, environ 500 donneuses. Premièrement, nous tenons en compte l'obligation légale. Nous devons faire la sélection de la donneuse pour les caractéristiques physiques de la réceptrice, toujours. Ça, c'est légalement ici en Espagne, la donation est anonyme, toujours. Okay? Nous sommes les personnes que nous faisons la sélection de la donneuse, mais pour les caractéristiques physiques de la réceptrice, et aussi nous tenons en compte les préférences de la patiente. Okay? Finalement, avec une évaluation médicale, et si le patient veut aussi une machine génétique, okay, ça c'est une option que nous pouvons faire pour diminuer, pour vasser le risque de maladies génétiques. Et nous faisons la sélection de la meilleure donneuse. Bon, ici, les deux couples de jumelles et à droite, à gauche, pardon, les vraies jumelles. Ce sont Julia et Sophie, c'est les vraies jumelles, et Domar et Martine ne sont même pas de la même famille, mais sont très, très similaires. Mais bon, l'environnement, c'est important pour les caractéristiques et pour beaucoup de changements dans notre corps. Très bien. Et ça, c'est la présentation. Et je pense que c'est important de poser toutes les questions en relation avec la génétique et l'épigénétique. Et si vous avez des questions, maintenant, nous pouvons parler et vous informer, vous dire toutes les questions. C'est là que je réapparais. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la diapositive suivante? Pardon, la diapositive? Non, suivante, la prochaine. Ah, ok, pardon. Voilà. Alors, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vous encourage, si vous en avez d'autres, à les poser. Bonsoir, mon KIR HLAC est ABC1C2. Mon mari est C2C2. Est-ce que ma donneuse aura le même KIR HLAC que moi pour éviter un rejet du corps? Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous tenez compte de ce test sanguin? OK. Ces questions, ce n'est pas en relation avec l'épigénétique, ça c'est en relation avec l'immunologie. OK? Ce sont des facteurs d'immunologie en relation avec le rejet de l'embryon. Et nous savons que le KIR AB, c'est un KIR normal. Qu'est-ce que dit? Les femmes KIR oviane KIR AB, oviane KIR BB, ne rejettent pas, en principe, ne rejettent pas les embryons. Le problème, nous avons un problème comme la femme est KIR AA. Ce sont les femmes avec le taux de, par exemple, de fausse couche, le taux de échec d'implantation plus haut. Et c'est où nous devons tenir en compte les deuxièmes étapes, ce sont les C1 ou les C2, pour faire la sélection d'une donneuse, par exemple, ou un donneur. Okay? Mais avec les KIR et AB, les études nous disent qu'il n'y a pas en principe le risque de rejet de l'embryon.
OK? Vous pouvez aller tranquille avec ça. Merci. Une autre question, travaillez-vous avec des ovules congelés? Oui, oui, nous travaillons pour, par exemple, la préservation de la fertilité aussi. Nous travaillons beaucoup avec les ovules vitrifiés, ce n'est pas congelé. La technique est différente et plus sûre pour avoir de bons résultats après. Ce sont les ovules vitrifiés. Et nous, si la question c'est en relation avec les dons d'ovules, oui, nous travaillons avec les ovules congelés. Et ici en Espagne, nous avons 3 cliniques, une clinique à Madrid, une autre à Alicante et une autre à San Sébastien. Et comme nous avons beaucoup de donneuses entre les 3 cliniques, nous pouvons avoir ici à San Sébastien, nous pouvons prendre les ovules de Madrid ou d'Alicante aussi avec la vitrification. OK? Et ça, c'est très, très, très important pour nous pour vous donner la meilleure taux de réussite et les meilleurs résultats. D'accord. On travaille également avec des ovocytes frais. Oui, oui, oui. Avec les 2 types, oui. Si la donneuse est anonyme, comment faites-vous les ressemblances physiques? Oui, ça c'est pour les photos. Nous avons les photos de tous les patients. Et après, et aussi, le patient doit remplir une petite dossier, un papier avec toutes les caractéristiques physiques et aussi les préférences. OK? Nous donnons la possibilité de nous poser des préférences en relation, par exemple, avec les groupes sanguins. Ce n'est pas très, très important, mais bon, il y a des personnes qui préfèrent avoir les mêmes groupes sanguins. Mais c'est en principe avec les deux choses, les photos et les dossiers pour remplir avec toute l'information. Finalement, la donneuse est anonyme pour les patients et pour les enfants, mais pas pour la clinique. La clinique, nous, on connaît nos donneuses. Donc, on connaît les donneuses et nos patients. Donc, on arrive à faire nous travaillons avec les donneuses ici à la clinique. Nous connaissons les donneuses et nous faisons ici les stimulations ovariennes de les donneuses. Oui. Quelles sont les raisons expliquant des échecs à répétition d'une FIV avec don d'ovocytes? Ouf, ça c'est pour une autre webinaire, pour le webinaire des échecs d'implantation. Parce que nous pouvons avoir différents facteurs de l'embryon, parce que c'est vrai que nous devons faire la fécondation avec l'ovule, mais aussi avec le sperme de mari ou d'un donneur. Et nous pouvons avoir après un problème dans les embryons ou un problème dans l'utérus ou dans un problème, par exemple, de coagulation sanguine dans la réceptrice. Il y a différents facteurs et nous devons évaluer chaque cas pour recommander quelles sont les études à faire. Oui, dans tous les cas, oui, c'est vraiment une question qui est au cas par cas, même si on a effectivement les facteurs principaux d'échec. Et après, chaque patient, patient est différent. Donc, c'est vraiment plus qu'un webinaire, même quelque chose à voir directement en consultation avec toi. Donc, voilà, j'en profite pour vous dire que voilà, c'est vrai qu'on a une journée de consultation de PMA avec Stéphanie à la semaine prochaine, mais qui est malheureusement complète. Ceci dit, vous pouvez quand même vous adresser à la clinique de IVF Donostia pour demander un rendez-vous en ligne avec elle, en ligne ou sur place si vous êtes pas loin de Saint-Sébastien. Et sinon, je vous invite également, donc toutes les cliniques, les 3 cliniques d'IVF Spain seront présentes à Paris en septembre prochain pour le salon Désir d'enfant. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que sur ce salon, vous pouvez venir au stand directement demander des informations, mais les médecins, eux, ont un agenda avec des consultations pré-réservées à l'avance et préparées à l'avance avec des gens qui viennent à des heures bien précises pour pouvoir avoir une consultation individuelle et parler de leur cas et non pas de généralité. Voilà, ça c'était la parenthèse communication. On va passer à la question suivante. À combien peut-on estimer le pourcentage d'épigénétique dans une FIV d'eau? Je ne comprends bien que finalement la question de pourcentage d'épigénétique. L'épigénétique, c'est, comme je vous expliquais,
c'est les changements dans la génétique. Et il y a 3 checkpoints, 3 moments où l'épigénétique remet à zéro l'embryon, dans l'embryon à 5e jour, comme je vous dis. Et après, c'est produit, comment ça produit les changements d'épigénétique. C'est pas tout l'épigénétique, mais c'est 99,9% de l'épigénétique se produit pendant les grossesses. C'est pas tout pendant les grossesses, mais c'est après l'épigénétique remet à zéro. C'est pendant les grossesses et après la naissance aussi. Et il n'y a pas un pourcentage que vous donne à l'embryon. C'est comme tout l'épigénétique écrit ou changé après l'embryon remet à zéro l'épigénétique. Je ne sais pas, c'est un peu difficile. Et je ne sais pas si c'est comme ça la question. Peut-être que la personne souhaite savoir si l'influence de l'épigénétique est différente entre une FIV d'eau ou une FIV avec ses propres ovocytes. Non, c'est la même. C'est la même parce que finalement, c'est différent. Dans l'embryon, est différent le 0,05, que c'est la génétique que donne l'ovule pour l'embryon, le 0,05. L'autre 0,05, c'est le sperme, OK? Et après, avec les deux, l'ovule et le sperme, commence dans l'ADN complet, ça commence à produire l'épigénétique. C'est ça. Alors, on a une question très intéressante. Alors, ce n'est pas vraiment sur l'épigénétique, mais c'est sur le don d'ovocytes, qui est très lié ce soir dans le sujet. Bonjour, est-ce que la donneuse est tenue d'informer durant sa vie, donc après avoir fait son don d'ovocytes, d'informer la clinique d'une éventuelle maladie avec un impact génétique type cancer, par exemple, qu'elle ou sa famille aurait contracté? Si oui, avertissez-vous les parents? Nous normalement, nous continuons avec les contacts de les donneuses parce que les donneuses viennent ici à la clinique et ce sont des personnes très, très responsables et nous contactons avec elles. Et si vous avez fait des traitements de fécondation, c'est toute la stimulation avec les médicaments, les suivis, les échos, tous les suivis, ce sont beaucoup de jours et beaucoup de rendez-vous. Et si c'est vrai qu'il n'y a pas de antécédents dans les donneuses, que nous tenons en compte, il n'y a pas de antécédents génétiques ou des antécédents de maladies, nous pouvons, dans le même moment de faire le traitement, compléter avec les études que nous pouvons faire maintenant. C'est vrai que nous ne pouvons pas étudier toutes les maladies génétiques qui existent, ça c'est impossible. Et s'il y a un problème au futur et il y a des risques pour les enfants, il y a des risques importants, mais seulement si le risque est pour si change la qualité de vie ou le survivre. Et oui, il y a des cas que nous pouvons contacter avec, ou bien s'il y a un problème dans l'enfant avec la donneuse, ou bien s'il y a un problème dans les donneuses avec les patients. Oui, oui. Mais ce sont des cas très, très concrets. Oui. Merci. Y a-t-il plus de résultats avec des embryons frais? Plus de résultats, une taux de réussite plus haut ou comme ça, des embryons frais. Et il y a beaucoup d'études qui nous disent que le taux de réussite est mieux avec les embryons vitrifiés, mais c'est pas. Nos résultats sont très, très bons avec les embryons frais et avec les embryons vitrifiés. Et nous, normalement, nous travaillons dans le traitement de dons d'ovules. Les premiers transferts, ça se fait normalement, ce n'est pas tous les cas, mais normalement, ça se fait en frais. Le taux de réussite est très haut, environ 70% avec le premier embryon. Et après, si le résultat est négatif, nous continuons avec les embryons vitrifiés parce que nous vitrifions tous les autres embryons. Mais non, par le moment, nous ne pouvons pas dire que le taux de réussite est plus avec les embryons frais. Il ne faut pas confondre non plus embryon frais
avec fécondation, avec ovocytes frais ou Non, ovocytes c'est différent. congelés? Parce que je pense que la question était peut-être en rapport avec la première question de si on fécondait avec des ovocytes congelés ou des ovocytes frais. Là, les embryons, ils peuvent être frais, mais faits avec des ovocytes congelés. Nous, si c'est en relation avec l'état des ovocytes, nous ici, nous travaillons avec garantie, mais des embryons, OK? Parce que nous voulons finalement la quantité des embryons et la qualité des embryons, c'est finalement que nous donner le meilleur taux de réussite, pas la quantité peut-être des ovules, OK? Et nous voulons donner la meilleure quantité de ovules pour produire une bonne quantité de embryons. Ça, c'est finalement comment est-ce que nous travaillons ici, avec garantie, pas des ovules, mais des embryons, finalement, le 5e jour, en plus. Qui est le plus important. On peut avoir plein d'ovocytes, mais si on n'a pas d'embryon au bout, ça change. Oui. Une autre question, l'épigénétique permet-elle de transmettre quelque chose de nos parents ou grands-parents? Quelle place de l'arbre généalogique aura l'enfant? L'épigénétique de transmettre quelque chose de nos parents. Et l'épigénétique, en général, se produit, comme je vous dis, à partir de la grossesse, normalement. OK? C'est difficile à dire que nous transmettons choses de la famille. OK? Parce que nous sommes en train d'étudier comment fonctionne vraiment l'épigénétique, parce que c'est difficile, c'est une chose que nous ne comprenons pas. Mais c'est vrai que c'est produit à partir, les plupart, c'est à partir de la grossesse, à partir de l'embryon pré-implantatoire, pas dans les grands-parents ou les ancêtres. C'est comme ça. Une autre question en lien avec la donneuse. Si l'enfant veut un jour connaître l'identité de la donneuse pour des raisons de mal-être, cela est-il impossible? Il y a des cas concrets. Par exemple, s'il y a une maladie comme la leucémie ou les problèmes en général, c'est pas fréquent, mais il y a des cas concrets pour faire la donation de cellules sanguines comme ça. Nous pouvons contacter avec la donneuse pour poser la question si la donneuse veut donner, OK? Si veut faire, premièrement, veut faire les études pour évaluer si est compatible ou pas. Si est compatible et la donneuse veut donner, c'est le moment où nous pouvons contacter avec les patients pour donner, pour la santé. Ce sont des choses pour aider avec la santé, pas pour savoir directement qui est la donneuse ou le donneur. Okay? Pour des raisons de mal-être, comme demandait. Oui, c'est pour les raisons de mal-être. C'est pas possible. Oui. Non, il faut vraiment qu'il y ait une raison médicale qui ait un impact sur la vie de l'enfant et qui, en plus de ça, c'est pas directement la clinique qui va pouvoir faire les choses. Si je ne me trompe pas, il faut passer par une commission éthique ou quelque chose qui prenne la décision ou pas, non, de savoir si c'est justifié. Mm-hmm. Est-ce que les donneuses donnent leurs ovocytes dans le même lieu, dans votre clinique, que là où viennent les receveuses? Comment faites-vous pour que les donneuses et les receveuses ne se croisent pas? Ça, c'est facile. Oui, nous contrôlons tout ça. Oui, c'est jusqu'à impossible de savoir qui est une donneuse. Et il y a différentes parties dans la clinique pour faire ça. C'est facile, c'est très facile pour nous. On les voit, hein, les patientes qui essayent de voir les gens qui rentrent. C'est impossible. Cool. Combien y a-t-il d'embryons à J5 par cycle en général? Alors, j'imagine qu'on parle de dons d'ovocytes. Oui, ça dépend de la fécondation, ça dépend de l'esperme, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et le minimum ici, la garantie de minimum, c'est un embryon en 5e jour. Normalement, nous avons
entre 2-3 embryons minimum. Ça dépend de le traitement. Mais nous pouvons avoir plusieurs si la fécondation évolue très, très bien. Ce n'est pas fréquent, mais plus un embryon 2-3, c'est moyen. Oui. Alors là, il y a une question concernant notre clinique que nous avons en Allemagne de Baden-Baden. Bonjour, la clinique de Baden-Baden a-t-elle les mêmes techniques médicales et pratiques-t-elle les dons d'ovocytes? Merci. Les traitements que nous pouvons réaliser dans chaque clinique, ça dépend de la loi de chaque pays. Okay? S'il y a des patients qui ne peuvent pas arriver à faire le traitement qui est plus recommandé, nous pouvons donner la possibilité de voyager à une autre clinique, par exemple ici en Espagne, parce qu'ici nous pouvons faire toutes les techniques qui sont jusqu'à toutes les techniques que nous pouvons faire dans tout le monde. Mais ça dépend de chaque pays. Dans la clinique d'Angleterre, il y a des autres lois et nous tenons mais tout. Concrètement, Baden-Baden, qui se situe en Allemagne, pays dans lequel le don d'ovocytes n'est pas autorisé par la loi. Donc, pour répondre à votre question, non. Si même on a les mêmes équipements, les mêmes façons de faire, les mêmes façons de travailler, mais en ce qui concerne les traitements, on doit se tenir à la loi, à la législation locale. Et en Allemagne, le don d'ovocytes n'est pas autorisé. Est-ce qu'une endométriose et une adénomiose peut modifier l'expression des gènes d'un fœtus du fait de l'inflammation? Intéressant. C'est une question très, très intéressante. Et nous savons que l'endométriose et l'adénomiose aussi peut changer l'environnement hormonal dans l'utérus et diminuer probablement le taux d'implantation et baisser la qualité des ovules. Ça dépend de chaque cas et comme si la maladie est grave ou pas grave. Mais dans l'épigénétique de l'embryon, nous n'avons pas d'études qui nous disent qu'il y a plusieurs risques d'avoir des maladies épigénétiques dans les enfants ou des problèmes épigénétiques s'il y a une adénomiose ou endométriose. Mais c'est vrai qu'elle peut changer l'environnement dans l'utérus et dans les ovaires pour la qualité. Oui. C'est intéressant. Concernant l'épigénétique, c'est intéressant. Peut-être au futur, nous pouvons avoir plus d'informations. Par le moment, nous n'avons pas d'études. Une autre question. L'épigénétique joue dans tous les cas pendant toute la grossesse? C'est produit, l'épigénétique se produit et change dans toute la vie. Dans toutes les grossesses, oui, et après la naissance, c'est dans toutes les vies. Nous devons bien contrôler tous les facteurs. Oui. Est-il déjà arrivé qu'un enfant né de FIV-2 ne ressemble pas du tout à sa mère et à son père? Pardon, est-ce que je lis une autre? Pardon. C'est la première en haut. Quelle est la question que vous avez posée, pardon, Karine? Est-il déjà arrivé qu'un enfant né de FIV-2 ne ressemble pas du tout à sa mère ou à son père? Oui, nous avons des personnes qui ne ressemblent pas à rien de la famille. Elles ne sont pas des dons d'ovules et des dons de sperme. Mais oui, c'est comme ça. Et ma sœur est très, très différente à moi. Et nous sommes sœurs et nous ne sommes pas des dons d'ovules. Mais il y a beaucoup de choses pendant les grossesses et après les grossesses qui changent quand nous voyons une famille. Normalement, nous pensons qu'ils sont de la même famille. Ça, c'est plus fréquent. Mais il y a des personnes qui ne ressemblent pas à rien de la famille. Vous dites que le stress joue sur l'épigénétique, mais avec des grossesses si particulières, comment ne pas stresser? De quelle aide pouvons-nous bénéficier? Oui, ça, je comprends. Quand je lis les études de stress, je pense le même. Parce que maintenant, c'est très, très difficile et n'avoir pas stressé pendant les grossesses et après les grossesses aussi. C'est difficile. Et nous devons essayer, mais ça c'est en général pour toutes les personnes, essayer de faire une vie pas
pas très, très stressé. Et il y a des cas que nous recommandons faire pendant les grossesses, faire une vie tranquille pour aider le développement de grossesse. Mais c'est vrai que nous devons, c'est très important, par exemple, continuer à faire les petits sports comme marcher pendant les grossesses pour contrôler le stress et baisser les quantités de travail si vous pouvez. Et comme ça, nous pouvons aider les grossesses, ça c'est vrai, mais comme ça, nous pouvons aider toutes les personnes parce qu'il y a beaucoup de maladies en relation avec le stress maintenant. Que pensez-vous du vaccin Covid pendant un projet de FIVDO? Est-ce que c'est recommandé? Oui, c'est recommandé pour tout le monde, ok? Et nous recommandons à vacciner et si c'est possible avant le traitement, et si c'est pas possible après, pendant les grossesses, il y a des moments où nous pouvons faire la vaccination aussi. Oui. Alors, le concept, quand tu parlais de que ça remet à zéro, une personne dit qu'elle ne comprend pas ce concept-là. Est-ce que tu peux le réexpliquer? Je sais. Et si nous prenons le livret de recettes une autre fois, et nous avons fait des changements comme souligner ou changer ou barrer des choses, ok? Et si nous effaçons les soulignés, les barrer, ça se remet à zéro. Et effacer tout l'épigénétique, tous les changements, ok? Si nous prenons deux cellules très différentes dans notre corps et nous remettons à zéro les deux épigénétiques, les deux cellules sont la même cellule finalement. OK? Et nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Il y a des études pour faire, mais c'est ça. C'est effacer l'épigénétique, les changements dans la génétique. Donc, si j'ai bien compris, entre deux moments où on remet à zéro, donc on a un effet sur l'épigénétique, mais tout ce qu'on a pu avoir entre ce moment-là et ce moment-là comme effet, si on arrive au point où on remet à zéro, ça s'efface. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où, par exemple, l'effet de notre régime alimentaire, comme tu disais, ou le stress, ou des choses comme ça, tout ce que ça aurait pu avoir un impact sur l'épigénétique de notre enfant, au moment suivant où ça se remet à zéro, on a une manière, en fait, entre guillemets, de recommencer à faire les choses mieux, non? Oui, normalement, j'informe le même embryon dans le corps, dans l'utérus d'une femme et dans l'utérus d'une autre femme, finalement, commence à zéro, l'épigénétique, et le développement est différent. Et finalement, le même embryon dans l'utérus de différentes mamans, finalement, ce sont différents enfants. Ça, c'est commence à zéro. C'est comme faire un reset. Nous disons ici. Très bien. Donc, alors, une personne dit, donc en fait, le bébé peut nous ressembler un peu finalement. Oui, nous avons des vidéos dans la web d'IVF. Nous avons des vidéos très, très intéressantes des familles avec les enfants très, très similaires à la maman, mais ce sont des enfants de don de boule. Ce sont des vidéos ouvertes. Si vous voulez, vous pouvez voir les vidéos. C'est une de mes patientes d'ailleurs, elle revient nous voir incessamment sous peu sur Alicante et à chaque fois que je la vois, je lui dis mais c'est incroyable, elle te ressemble tellement. Donc vous pouvez effectivement sur le site internet d'IVF Spain dans la partie témoignage, donc il y a donc un couple de patients qui témoignent ouvertement, donc ils ont fait appel au don d'ovocytes et c'est incroyable, la petite fille ressemble énormément à sa maman. Donc, oui, c'est le même. Égal. Oui. Si l'épigénétique a une influence, quelle part tient la ressemblance physique? Je ne comprends pas trop la Oui, finalement, oui, il y a une partie de la génétique qui porte caractéristiques physiques. Et, par exemple, le couleur de peau ou le couleur de yeux ou comme ça, nous pouvons sélectionner un peu pour être plus similaires, ok?
mais après, ça peut changer. C'est comme ça. Il y a une partie de génétique pure, OK, que nous pouvons sélectionner aussi. Si un bébé, c'est égal à l'ovocyte d'une donneuse, le sperme du mari et l'épigénétique de la mère receveuse, je demande à combien de pourcentage peut-on attribuer chaque partie du bébé? Par exemple, la donneuse 10%, le père 40% et la mère 20% grâce à l'épigénétique. Parce que la génétique, c'est pas le même que l'épigénétique. Nous ne pouvons pas comparer dans le même, dans le même niveau de comparaison. Ce sont complémentaires. C'est pas un pourcentage pour donner le 100%. OK? Mais comme je vous dis, la génétique, par exemple, pour la génétique, l'ovocyte de la donneuse est finalement porté la différence de 0,1. Et le sperme, la différence de 0,1, que finalement pour l'embryon, c'est 0,05 de chaque partie pour la génétique. Et après, l'épigénétique est un peu plus en général. Nous ne pouvons pas faire une correspondance. C'est deux choses différentes. C'est pas oui, c'est comme parler, je ne sais pas, des fruits et je ne sais pas, et des cafés. J'essaie de trouver une image, moi aussi. Je ne sais pas, hein, je me lance. C'est comme si on avait donc la part de pizza, pour reprendre le pourcentage. On a 50-50, 50-50, papa, maman, enfin, papa, maman, non, donneuse, enfin, ovocyte et sperme. Et après, l'épigénétique, ça serait les choses qu'on met dessus après pour... Oui. C'est deux choses différentes. Après, on ne sait pas combien... Oui. Vous dites que l'épigénétique est remise à zéro lors de la formation des gamètes. Est-ce que cela veut dire que tout l'épigénétique qui a été réalisé ne pourra pas être transmis aux générations suivantes? C'est pas tout. Et nous savons qu'il y a une petite partie, comme je vous dis, il y a l'empreinte génomique, il y a de petites choses. C'est la sélection de le gène de la mère et de le père. Et il y a de petites choses que nous ne savons pas sur le mécanisme, mais oui, il y a des petites choses, OK? Mais la génétique, c'est que nous savons sûr que transmis les petits pourcentages de différents entre les personnes, OK? Mais l'épigénétique, en général, non, c'est pas transmis, oui. Alors, une personne qui n'a pas pu écouter tout le webinaire demande si c'est possible de partager l'enregistrement. Oui, vous l'aurez dès demain sur notre chaîne de YouTube, sans souci. Quel soutien émotionnel conseillez-vous en cas de don d'ovocytes, notamment pour bien comprendre les conséquences de recevoir un don, comprendre l'épigénétique, etc. Oui, il y a des patients qui posent la question de faire une consultation psychologique ou pour bien comprendre quelles sont les conséquences émotionnelles, ou pour comprendre s'ils sont prêts pour faire le traitement de dons d'ovules. C'est une procédure et vous devez bien compris toutes les procédures et bien compris toutes les étapes. Et savoir que finalement, c'est vrai que la génétique, ce n'est pas votre génétique, mais qu'il y a beaucoup de choses environ les traitements. Et nous donnons la possibilité de faire le soutien psychologique pour si les patients veulent faire l'étude de l'émotionnel pour comprendre la situation. Mais ça, c'est une chose très, très importante. Après, je sais qu'en tant qu'assistante, moi, j'ai de nombreuses patientes qui posent un peu la même question que vous. Et je leur conseille toujours d'utiliser aussi les forums, les groupes, parce que en ce qui concerne le don d'ovocytes, j'ai jamais eu personnellement de patiente qui après ne s'est pas sentie totalement mère de son enfant. Mais pour nous, c'est un petit peu facile à dire parce que voilà, on le voit de notre expérience, mais on n'est pas nous-mêmes patientes. Et souvent, les patients trouvent énormément de soutien auprès d'autres femmes qui sont passées par la même chose. En France, l'anonymat des donneuses, ouais. L'anonymat des donneuses et des donneurs vient d'être levé. Pensez-vous que l'anonymat soit levé dans les mois ou les années à venir en Espagne? Je ne suis pas sûre.
au futur. Mais ce que nous savons, c'est que si la donneuse ou le donneur, ils sont signés un consentement de l'information que maintenant la donation est anonyme, nous ne pouvons pas après changer le consentement parce que ce n'est pas la même situation au futur. Mais je ne suis pas sûre si au futur en Espagne, on doit changer. Mais pour le futur, pas pour le passé. En tout cas, ce n'est pas pour le moment sur la table des discussions. Non, ici, non. En Allemagne, le PGTA n'est pas autorisé. Alors, je pense pas du tout. Non, je pense que si, mais pour des raisons bien spécifiques. Un petit peu comme... Mais pas, oui, mais pas en général. C'est non, pas indication médicale. Transmission de maladies ou des choses comme Oui. ça. Pas pour juste vérifier les anomalies chromosomiques. Oui, si nous pouvons faire pour améliorer le taux de réussite, parce que c'est un facteur très, très important. Pratiquez-vous le don de mitochondries? Qu'en pensez-vous? Non, ici en Espagne, nous ne pouvons pas faire. Et c'est un traitement pour les maladies des mitochondries en général. Il y a des autres indications dans d'autres pays. Et je pense que peut-être au futur, c'est vrai que les maladies mitochondriales, ce ne sont pas très fréquentes, mais je pense qu'au futur, peut-être, si nous connaissons plus la technique, il y a plus d'études qui nous disent que ça peut, parce que je sais que c'est utilisé dans des autres pays pour améliorer la qualité des embryons. Bon, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous sommes en train d'étudier beaucoup de facteurs. Peut-être au futur, nous pouvons utiliser, si ce sont des techniques sûres pour les embryons et qui peuvent améliorer les résultats. Et nous sommes ouverts. Vous avez dit qu'on peut prendre rendez-vous. Ah oui, alors, vous avez dit qu'on peut prendre rendez-vous, mais c'est rempli donc pour l'événement de la semaine prochaine, effectivement. Ah oui. Alors, l'adresse utilisée donc sur le site principal d'IVF Spain, l'adresse que vous voyez actuellement, donc c'est pour prendre rendez-vous sur Désir d'enfant. Mais pour en prendre rendez-vous avec Estefania, n'hésitez pas à aller sur, par contre, la partie de Saint-Sébastien, de Donosti. Soit sur le site principal d'IVF Spain ou soit sur le site de la clinique elle-même de Donosti. De toute façon, demain, automatiquement, vous allez recevoir un mail de remerciement d'avoir assisté à ce webinaire. Et dans ce mail-là, vous aurez le lien direct pour prendre rendez-vous. Vous recommandez de faire un régime alimentaire en cas d'obésité ou de surpoids avant de recevoir un nouveau site? Oui, nous toujours nous recommandons, c'est normalement l'objectif avec les personnes avec obésité, par exemple, le premier objectif, c'est passer 10% de poids. Et ça, c'est important pour améliorer le taux de réussite. Et nous pouvons donner informations en relation avec le régime alimentaire et aussi les contacts d'une personne qui aide pour faire un régime et améliorer ça. Mais c'est important parce que comme ça, nous pouvons améliorer le taux de réussite de l'implantation et baisser les pourcentages de fausses couches. Votre réponse est bonne. Aimez la métaphore de la pizza. Merci. Conseillez-vous de dire à l'enfant qu'il est issu du don d'ovocytes? Quels sont vos conseils par rapport à ça? Oui, en principe, le psychologue les études de psychologue nous disent que c'est bon donner l'information à les enfants parce que c'est une relation de sincérité. C'est une bonne relation avec les enfants et il y a des techniques pour lui dire, comme les enfants sont petits et un peu plus âgés, et pour bien comprendre quelle est la situation.
Et il y a, je ne sais pas, les cuentos, il y a des, comment est-ce que vous dites des cuentos? Des histoires pour enfants. Histoires pour les enfants, pour informer de tout ça. Et oui, nous recommandons de faire ça. Oui. Ce n'est pas obligatoire, c'est sûr, mais... Non, mais c'est quand même oui, recommandé. Donc, si je comprends bien, dans le cadre d'une FIVDO, grâce à l'épigénétique et aux échanges qui se font entre l'embryon et la mère in utero, la mère peut réellement transmettre des caractéristiques qui lui sont propres à l'enfant? Oui, oui, oui. Les caractères, oui, oui, c'est comme ça. Vous savez bien comprendre. Oui, c'est oui. comme après, grâce à l'éducation, il y a Oui. les enfants apprennent nos manies, nos manières de parler, des choses comme ça. Dans l'utérus également, on peut avoir une influence. J'ai réussi à congeler 5 ovocytes, d'accord, en France. Est-il possible de les faire transférer en Espagne? Si oui, comment? J'ai réussi à faire congeler 5. Ah, ok. Oui, normalement, nous devons premièrement évaluer quelle est la clinique en France et parce qu'il y a des caractéristiques de la clinique que nous devons comprober pour transférer. Mais oui, entre les deux laboratoires, en Espagne, c'est obligatoire de faire un contrat entre les deux laboratoires pour transférer les ovules ou les embryons ici. Nous avons déjà fait avec la France. C'est administrativement, c'est un petit peu... Oui. Mais c'est en fait, c'est des papiers. C'est un peu long. Nous avons des cas, ce sont des mois faire la bureaucratie comme ça, mais finalement, nous pouvons faire, oui. S'il y a eu plusieurs échecs avec des dons d'ovocytes dans une clinique, ne faut-il pas changer de clinique pour augmenter les chances? Ça dépend un peu parce que normalement, nous évaluons tous les facteurs de chaque patient et nous donnons toutes les techniques que nous pouvons vous offrir pour changer ou pour savoir quel est le facteur qui produit les échecs ou les fausses couches. C'est vrai qu'entre les facteurs pour changer les cliniques, nous savons qu'il y a un facteur que c'est le problème avec les échecs d'implantation. Mais il y a différents facteurs que nous devons évaluer. S'il y a un mauvais résultat de l'IMAP, alors l'IMAP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un test d'immunologie. Quels sont les traitements, leur durée et pourquoi? Et maintenant, l'IMAP, c'est une test très, très évoluée. Et nous étudions beaucoup de différentes cellules et pour chaque patient, parce que ça dépend de chaque cas aussi, et pour chaque résultat, nous recommandons différents traitements. Ce sont des différents, mais très différents traitements entre pilules et pendant 2 semaines, et traitement avec injection, au traitement un peu plus long. Ça dépend beaucoup de chaque résultat et de chaque patient. Parce que nous parlons avec l'immunologiste, nous avons un immunologiste spécialisé et elle nous dit quel est le traitement. Mais il y a beaucoup de traitements différents. C'est évalué chaque cas. Oui. Quels sont les examens qui sont recommandés après plusieurs échecs de FIVDO? Test négatif ou fausse couche biochimique? Fausse couche, pardon, biochimique. Je pense que le prochain webinaire, nous allons faire des échecs et des fausses couches parce que c'est un sujet très, très intéressant. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je peux parler... C'est un sujet intéressant, mais je crois qu'en même temps, la réponse est un petit peu toujours la même, c'est-à-dire que c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut regarder vraiment à chaque fois tout le dossier parce que donner une réponse aussi générale que les réponses qu'on peut donner dans un webinaire, c'est compliqué. Je peux parler plus d'1 heure en relation avec les échecs d'implantation. Il y a énormément de détails qu'on n'a pas parce que voilà, les échecs, ils sont dus à quoi? Ça peut être, comme tu as dit avant, la qualité du sperme, ça peut être l'immunologie, ça peut être la réceptivité, ça peut être
la thyroïde, la coagulation, ça peut être également la clinique, ça peut être la donneuse, ça peut être plein de choses. Oui. Donc, c'est compliqué et c'est pour ça que je vous invite vraiment sans aucun engagement à nous envoyer les résultats, des différents résultats que vous pouvez avoir de vos cycles de FIV faits en France ou ailleurs et on y jettera un œil sans aucun problème. Mais c'est vrai que là, vous donnez une réponse qui soit professionnelle et vraiment voilà, claire et précise. Ça va être compliqué sans avoir vraiment tout votre... Oui. Avez-vous des témoignages? C'est pareil, l'autre sujet qu'on va faire, on invitera les enfants, si on en trouve. Avez-vous des témoignages d'enfants ayant appris leur conception par don? Comment réagissent-ils? Veulent-ils connaître leurs origines? Et j'en profite parce que la question suivante est un petit peu sur le même sujet. Est-ce que l'enfant petit qui est au courant qu'il est issu d'un don d'ovocytes ne va pas trop parler et du coup peut-être être montré du doigt par les autres enfants? Et nous aussi, en tant que parents, qui seront montrés du doigt et jugés malgré tout. Mon Dieu, dans quel milieu vous vivez? Car en France, cela n'est pas aussi libre qu'en Espagne. Est-ce que je suis en train de bien comprendre? Peut-être que courant qu'il est... Oui, mais bon, ce sont des facteurs sociaux finalement. Et je pense que quand nous avons des questions en relation avec l'environnement et la relation entre les techniques ou les résultats des enfants, c'est très, très important peut-être, comme vous avez déjà dit, contacter avec des autres personnes qui sont dans la même situation. Ça, c'est très, très intéressant. Ou contacter avec une psychologue spécialisée pour évaluer tous les facteurs que si nous avons des doutes pour faire les traitements comme ça ou pour donner toute l'information. Je ne sais pas, je pense que ce sont des questions très, très fréquentes, mais que peut-être une personne que déjà faire toutes les procédures ou une personne psychologue dans la relation sociale, c'est plus important l'information que peut nous donner. Je ne sais pas si... Normalement, je recommande de faire comme ça. Dans le cas d'une FIV double don, est-ce que le père peut influer sur l'épigénétique de l'enfant pendant la grossesse et après la naissance? Dans le cas d'une FIV de double don. Oui, l'environnement, finalement. Si par exemple le père fume, la maman est à côté le père, oui, ça peut changer l'épigénétique, c'est tous les environnements et toutes les choses que nous donnons pendant les grossesses. Oui, oui. Alors, je pense que c'est la même personne qui avant demandait si elle pouvait transférer ses ovocytes. Elle dit « Mes ovocytes sont congelés dans un centre hospitalier et non une clinique. De plus, ils sont congelés, non vitrifiés. Ces deux choses ont-elles un impact sur le transfert possible en Espagne ?» Ok, la congélation, c'est une autre technique que nous utilisons avant. Et nous pouvons décongeler les ovules aussi, mais nous savons que la technique, c'est pas si bon que la vitrifier et qu'après, les résultats sont un peu plus vastes. C'est pour ça. Mais nous pouvons aussi travailler avec les ovules congelés. C'est pas un problème. Et le fait que ce soit un centre hospitalier et non une clinique, c'est la même procédure administrative, oui, je pense. Ça, c'est le même, oui. La personne qui avait avant posé la question sur l'IMAP, qui est le test immunologique, nous dit qu'on nous a conseillé l'hydroxychloroquine et la cortisone. À quoi ça sert exactement? Ce sont des traitements pour l'immunité. Comme nous savons,
quand il y a des cellules concrètes qui sont élevées, nous pouvons contrôler la quantité de cellules, ou peut-être ce n'est pas directement pour le résultat de l'IMAP, sinon aussi parce que dans les bilans sanguins, nous obtenons aussi des anticorps un peu plus hauts. Et entre les deux choses, le résultat d'IMAP et le résultat de bilan sanguin, nous recommandons contrôler, baisser un peu l'immunité avec l'hydroxychloroquine et la cortisone. C'est un traitement pour contrôler l'immunité, pour baisser un peu. Alors, un autre plus un commentaire qu'une question concernant donc l'impact social du don d'ovocytes dont on parlait tout à l'heure, qui dit qu'il y a énormément de femmes qui ne parlent pas, qui ont fait appel au don d'ovocytes et qui n'en parlent pas pour que l'enfant soit tranquille et les parents aussi. Donc là, je vais réitérer, il y a vraiment des forums très intéressants ou des groupes sur Facebook de soutien dans lesquels vous allez pouvoir trouver des femmes qui en parlent et qui se soutiennent entre elles et qui vont pouvoir, plus que nous en tant que clinique, vous donner des clés de soutien émotionnel concernant ce sujet. Alors, combien de temps faut-il compter entre la décision de commencer et le transfert d'embryon? Ce sont normalement environ 2 mois. Oui, nous avons dit entre 6 semaines et 8 semaines. Ce sont environ 2 mois. Oui. Je suis d'origine sénégalaise et je vais devoir faire une FIV2 en Espagne. Je sais que les profils particuliers comme le mien sont plus rares et je suis très angoissée à l'idée que l'on ne trouve pas de donneuse qui me ressemble réellement. Me donnera-t-on dans ce cas-là une donneuse qui ne me ressemble pas? Non, nous essayons toujours de faire la sélection d'une donneuse avec les caractéristiques plus similaires. Mais nous savons si votre couleur est noire, est très noire, et nous avons des donneuses d'une couleur comme ça aussi, de votre origine ou une origine similaire. OK? Et peut-être c'est le cas que nous devons attendre un peu plus. S'il y a, dans le moment que nous voulons faire le traitement, la donneuse que c'est la mieux ne peut pas donner ou comme ça, peut-être nous devons attendre un peu plus. Mais pas 2 mois, peut-être 3, 4 mois, mais nous vous informerons. Et de toute façon, on ne commencera pas le traitement tant qu'on n'aura pas une donneuse adéquate. Oui. Merci pour votre réponse. Donc, la personne qui demandait avant, qui a posé les questions sur l'immunologie, l'hydrochloroquine et la cortisone, cela baisse le rejet immunitaire seulement à l'approche de l'embryon ou le traitement doit-il être pris pendant toute la grossesse? Normalement, le traitement de cortisone et d'hydroxychloroquine se prend pendant les premières semaines de grossesse, pendant l'implantation de la placenta. Et après, c'est en général, que si c'est pour une autre maladie comme ça, c'est différent. Mais en général, si c'est pour les études de fertilité, c'est pendant les premières semaines de grossesse. Voilà, donc on a répondu à toutes vos questions. Beaucoup de questions, c'est très intéressant. Oui. Peu de questions concernant l'épigénétique propre, mais c'est toujours un plaisir de vous répondre. Alors, j'ai une question sur le prix des dons, qui sont effectivement très chers. Peut-on bénéficier d'aide pour payer? D'aide à proprement dit, non, il y a... non, je ne vois pas. En France, c'est très important. Il y a des patientes qui ne le savent pas. Si vous êtes encore à moins de 42 ans et que vous avez encore le droit d'avoir recours à la PMA en France, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait vos 4, il me semble que c'est 4 ou 6 filles, 4 filles, il me semble, vous avez le droit de faire donc une PMA à l'étranger. Vous avez un dossier de CPAM à remplir et d'être pas remboursé à 100%, mais vous avez une base de remboursement de la CPAM, même si vous êtes en train de faire votre traitement à l'étranger. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Par contre, il faut faire votre dossier avant de commencer toute démarche auprès d'une clinique étrangère. Si vous avez commencé votre traitement, les premières visites et tout ça, et que vous commencez à faire votre dossier administratif, moi, par expérience avec d'autres patientes,
des dossiers ont été rejetés parce qu'elles avaient déjà entamé leur démarche. Donc, voilà, mon conseil est quand même de voir avec votre CPAM. En plusieurs fois, oui. Par contre, ça peut être payé au niveau de la clinique, ça, il n'y a pas de souci. Avoir des règles irrégulières est-il un problème pour une insémination artificielle? Non, non. C'est une indication dans beaucoup de cas pour faire la stimulation ovarienne et déclencher l'ovulation. Ce n'est pas un problème. Alors, une personne dit qu'elle vient de se connecter. Non, votre question n'a pas encore été posée. Si le don est anonyme, a-t-on tout de même un minimum d'informations sur l'historique médical de la donneuse d'ovocytes? Oui, je parlais que pour être donneuse, il n'y a pas d'antécédents médicaux importants parce que sinon, la donneuse ne peut pas donner. Mais les informations qu'on donne aux patientes, si je ne m'abuse, Stéphania, c'est l'âge de la donneuse et le groupe sanguin. Oui, c'est ça. C'est oui pour faire les informations qu'elles peuvent savoir. Pour faire après l'étude générale, gynécologue, pendant les grossesses, oui. Alors, on a plein de questions, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le Covid. Et, je suis désolée, mais c'est vrai que voilà, on va, je pense, couper un petit peu court au webinaire qui a déjà duré 1h15, 1h20. Et je vous invite vraiment à nous poser toutes vos questions par email ou à prendre rendez-vous avec Stéphania ou avec l'un des deux, parce que c'est vrai que le docteur Rodriguez ne sera pas présente à Paris en septembre, mais voilà, on y sera avec 2 autres gynécologues ravis de vous rencontrer. Et puis, donc, tout l'été, hein, on ne ferme absolument pas. On est également à votre disposition. Je vous ai dit, il y a énormément de cas de questions que vous posez qui ont besoin de voir d'un peu plus près le contenu de votre histoire. Donc vraiment, je suis désolée parce que je vois que les questions affluent, mais c'est vraiment du cas par cas. Je vous invite vraiment à nous contacter. On va terminer ce soir. Je vais remercier Stéphania pour son temps parce qu'elle a eu une grosse journée aujourd'hui. Merci à vous. J'attends demain et elle a pris de sa soirée pour être avec nous ce soir. Vous avez été très nombreux, énormément de participation. Merci beaucoup d'être là. Et je vous dis donc à très bientôt. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà les idées des prochains webinaires pour nos patients français qui sont très donc intéressés par tout ce qui est le don d'ovocytes et les échecs d'implantation. Et je vous dis donc à très bientôt. Et Stéphanie, bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup pour être ici. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.